Ce modèle alternatif, donc, que j'ai appelé stakeholder model, ou traduit en anglais le modèle des parties prenantes, on va voir d'abord qui sont les autres stakeholders de façon plus précise. On va regarder comment ils participent à la gouvernance, de quelle façon, et on va regarder là aussi les limites de ce modèle, hein, parce que ce modèle aujourd'hui, qui est un modèle, je dirais, émergent, qui a tendance à venir pas concurrencer le modèle shareholder, mais qui vient plutôt l'amender, qui vient plutôt le moduler en étant moins concentré sur l'actionnaire et en se disant que finalement, il faut prendre en compte les intérêts d'autres parties prenantes. Alors je reviendrai une dernière fois sur le schéma que j'ai évoqué et que je vous ai présenté en tout début de ce module, hein. En fait, vous avez ces parties prenantes externes, un petit peu à l'extérieur du schéma. Et j'ai montré, en démarrant ce module, comment effectivement ils pouvaient influencer les différents acteurs. Alors sur ce schéma-là, vous voyez, hein, donc on retrouve le marché financier qui, au-delà des actionnaires même de la société, les marchés financiers, de par leur fonctionnement, affectent un certain nombre de décisions. On n'est pas ici dans le cadre d'un cours sur les marchés financiers, mais je rappellerai simplement que les marchés financiers, le fait de coter une entreprise sur un marché financier, crée un certain nombre d'influences sur le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, évidemment, on y reviendra, c'est le rôle de la réglementation, de la supervision. En général, là, c'est l'État qui est directement impliqué dans ce dispositif. Les banques, hein, je le disais, et puis des acteurs liés ou représentatifs de tous les phénomènes sociétaux que l'on peut observer. Je rappelle par exemple ici que les ONG, des fois, de par leurs déclarations sur des entreprises ou sur des pratiques d'entreprise, influencent les décisions, les organisations syndicales, les organisations professionnelles, patronales. Tout cela sont des acteurs qui sont, je dirais, identifiés, qui ont une influence, en tout cas qui peuvent avoir une influence. N'apparaît pas strictement sur ce schéma d'autres parties prenantes sur lesquelles je reviendrai, notamment les salariés, qui évidemment peuvent aussi avoir une influence sur la prise de décision. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, hein, de ces autres stakeholders, hein, de ces autres parties prenantes, il n'y a pas d'ordre particulier, mais je reviendrai sur ceux qui clairement ont manifesté à travers certaines décisions une réelle influence et peuvent avoir une réelle influence sur les décisions. Je prendrai d'abord les banquiers, les banques. Effectivement, les banques, quand elles sont présentes dans les entreprises, elles sont présentes à travers la politique d'endettement de ces entreprises. Les entreprises, pour compléter leur financement, à côté des fonds propres et des actionnaires, ont recours au secteur bancaire. Et vous avez parfois des entreprises qui ont fortement recours au secteur bancaire puisque leur endettement peut représenter parfois 2-3 fois plus que les fonds propres. Donc, normalement, une banque ne participe pas au processus de décision. Et notamment, même réglementairement, en France, une banque n'a pas le droit de se retrouver au conseil d'administration d'une entreprise. Elle n'a pas le droit de prendre des participations très significatives ou alors par l'intermédiaire de filiales bien spécifiques ou dans des conditions bien spécifiques. Donc là, on a véritablement des banques qui sont à l'extérieur, officiellement, du processus de décision et des 3 niveaux que je vous ai montrés dans le schéma. Par contre, dire que les banques sont totalement extérieures n'est pas complètement vrai, parce qu'à un moment donné, on le sait très bien, si la politique d'endettement est trop importante, c'est-à-dire que s'il y a un risque de faillite, à cause du surendettement, là, le banquier, il va reprendre la main. Alors, il ne va pas reprendre la main en faisant, je dirais, un putsch sur le conseil d'administration, mais il va appeler le président du conseil, il va alerter quelques actionnaires en disant « Écoutez, l'entreprise est trop endettée, vous devez changer, vous devez faire évoluer votre stratégie, vous devez désendetter. » Et donc, le banquier influence très clairement la prise de décision de l'entreprise. Hein. Donc, le fait de recourir aux banques n'est pas neutre dans la gouvernance. Et vous avez d'ailleurs certains pays où ce rôle des banques est encore plus assumé, puisque vous prenez le modèle allemand, qui est en général un modèle de gouvernance très proche ou très illustratif du modèle stakeholder. Le modèle allemand, il n'est pas rare de retrouver une banque qui est à la fois prêteur et à la fois actionnaire, où là, effectivement, en Allemagne, les banques sont autorisées à exercer un contrôle via l'Assemblée générale sur les entreprises. C'est le cas aussi du Japon, où à travers les grands conglomérats financiero-industriels japonais, il y a des participations croisées entre les entreprises et les banques. Donc nous, dans notre modèle qui est
un peu proche du modèle anglo-saxon, où là, carrément, les banques sont exclues complètement de la gouvernance, mais d'un point de vue actionnarial. La France, où c'est plutôt excluant globalement, et des modèles où, au contraire, les banques sont très présentes. D'une manière ou d'une autre, les banques sont influentes. Elles sont influentes aussi, tout simplement, quand elles accordent un crédit à l'entreprise. Quand la banque accorde un crédit à l'entreprise, eh bien évidemment, ça leur envoie un signal aux actionnaires pour dire que, a priori, l'entreprise est plutôt bien gérée. Donc, les banques ne sont absolument pas neutres et jouent un rôle qui parfois est déterminant dans des grandes décisions normalement réservées à la stricte gouvernance de l'entreprise. L'État. Alors l'État, évidemment, l'État d'abord, on y reviendra plus tard, il peut être actionnaire, donc là, très clairement, c'est un acteur normal de la gouvernance, mais sans être actionnaire, un État peut influencer fortement les décisions, notamment à travers la régulation et la supervision qu'il va organiser. C'est très vrai, notamment dans le secteur bancaire et des assurances, par exemple, où là, les réglementations sont très détaillées, sont très fortes, et touchent aussi beaucoup à la gouvernance de ces banques et de ces assurances. Donc là, l'État, soit directement, soit indirectement, va influencer et influence les décisions. Alors, autre stakeholder dont je n'ai pas parlé dans le schéma, c'est les clients. Évidemment, là encore, ce sera un point qui sera précisé dans le module 2, les clients sont dominants dans certains cas, et je rappelle ici le modèle des coopératives ou des mutuelles, où là ce sont les clients qui participent directement à la gouvernance de l'entreprise. Donc on a là un exemple, je dirais, un peu extrême, dans lequel la gouvernance est tenue par une partie prenante tout à fait particulière. Mais évidemment, les clients ou les grands clients d'une société cotée classique qui ne sont pas actionnaires influencent, évidemment, ils influencent un certain nombre de décisions et une direction générale est évidemment très attentive aux clients dans ces propositions de plans d'action qui seront soumis après aux instances de gouvernance. Les employés, alors les employés, là aussi, grand débat, quel est le rôle des employés dans la gouvernance. Alors on y reviendra aussi, ils sont présents dans l'actionnariat. Un employé peut parfaitement être actionnaire de sa société. Parfois, ils ont des représentations dans les instances de gouvernance. Et puis, il y a toute la partie influence des salariés à travers les organisations syndicales ou à travers les organisations de salariés, même si ce ne sont pas des syndicats. Évidemment, il y a une pression qui s'exerce sur les managers et il y a aussi une pression qui s'exerce sur les instances de gouvernance. Il n'est pas rare de voir les conseils d'administration ou les assemblées générales destinataires de tracts ou destinataires de documents envoyés par les salariés. Et enfin, donc j'ai classé dans une catégorie autre tous les autres acteurs qui peuvent avoir de l'influence, comme je le rappelais tout à l'heure, les ONG, les organisations professionnelles, mais aussi les fournisseurs. Voilà. Donc, je dirais qu'un modèle stakeholder est un modèle où on prend des décisions en essayant d'intégrer un petit peu l'ensemble de ces acteurs qui ne sont pas présents formellement, forcément, dans les niveaux de gouvernance que l'on a présentés. Alors, la question de leur participation, je viens de l'indiquer, c'est vraiment la logique de l'influence. Donc, on voit que dans certaines sociétés par action, on peut retrouver ces acteurs. Je vous parlais juste de l'actionnariat salarié. Il y a un droit de vote qui est attaché aux actions. Donc, le plus classique, c'est que je participe à la gouvernance en exerçant mon droit de vote. Et donc, on voit des salariés qui exercent leur droit de vote. Dans les coopératives, on est dans une situation un petit peu particulière, ce sont des parts sociales, et là les clients, détenteurs de parts sociales, donc en gros vous êtes client de votre coopérative, vous avez une part sociale, et en ayant une part sociale, vous participez aux décisions. Dans les associations, il n'y a pas de part sociale ou autre, mais on s'aperçoit que les promoteurs de ces structures associatives sont souvent dans les conseils d'administration, et donc du coup ils participent aussi aux décisions. On s'aperçoit d'ailleurs que les associations sont un modèle assez illustratif du modèle stakeholder, parce que vous vous retrouvez dans une association avec vraiment une très grande diversité de parties prenantes, et c'est souvent parfois d'ailleurs un problème, parce qu'on a du mal à trouver de la cohésion dans ce type de structure. Alors,
Évidemment, ce modèle a l'air assez séduisant, en disant un modèle assez démocratique qui implique toutes les parties prenantes, mais seulement il fait face à des limites, et c'est sans doute pour cela qu'il n'est pas autant développé que l'on pourrait le supposer et l'attendre. Dans ces modèles où beaucoup de parties prenantes participent au processus de décision, le problème c'est qu'on ne sait pas trop comment les décisions se prennent, et surtout que ces organisations mettent énormément de temps à prendre des décisions, parce qu'évidemment il y a beaucoup de discussions à mener avec les différents acteurs de la gouvernance. Et donc c'est ce qui est reproché aux structures type coopérative, type association, c'est que véritablement elles ne sont pas forcément toujours très efficaces dans les processus de décision. Ensuite, deuxième limite, c'est comment je mesure la valeur créée par ces modèles de gouvernance, je dirais partenariale, hein, c'est-à-dire fondés sur des parties prenantes multiples. Hein. S'agissant du modèle actionnarial, on voit très bien la mesure de la performance du modèle actionnarial. Vous prenez le cours de bourse, vous prenez les dividendes, les taux de distribution, donc on a des indicateurs de mesure de performance assez précis. On sent bien que pour mesurer l'efficacité d'un modèle de gouvernance partenariale avec des parties prenantes multiples, on a nécessité de mesurer une performance autre que financière. Et aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons pas énormément d'outils pour cela. Alors, il y a des travaux en cours, beaucoup d'organisations sont sur le sujet, et parmi les sujets d'actualité de la gouvernance et de la recherche en gouvernance, eh bien ça c'est un sujet vraiment très important, cette volonté de trouver des indicateurs de mesure qui saisissent mieux la performance d'un modèle actionnarial.